Caroline, je peux ajouter, non, simplement, c'est dans la ligne de cette question, c'est vrai aussi au niveau européen. Je veux dire, donc là, il y a une initiative de l'Institut européen de technologie sur un financement justement de l'innovation en particulier dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation au changement climatique. D'ailleurs, Suez Environnement est impliqué également. Donc ça se met en place. Donc quand on parle de l'État, des initiatives européennes sont également intéressantes à souligner, c'est tout. Pauline avait une question pour prolonger un peu ce sujet. Et une question dans la salle aussi. Allez-y, Pauline. Est-ce que vous pensez que les incitations économiques soient suffisamment fortes pour que les entreprises prennent en compte véritablement les dommages qu'elles créent sur l'environnement et pour qu'elles aillent au-delà du greenwashing, j'allais dire, ou simplement de ce dont elles ont besoin pour améliorer leur image? Patrick Dumière. Bon, ça c'est la question classique. Aujourd'hui, on le voit vraiment dans les sondages. Celui très intéressant qu'HSBC publie pour la Cité de la Réussite montre qu'il y a du doute sur les stratégies d'entreprise en la matière, c'est normal. Il y a deux réponses quand même là-dessus. Les entreprises, elles s'engagent dans ce domaine. D'abord parce qu'elles ont les obligations, donc elles se mettent aux normes, et les obligations sont poussées par la société qui veut vraiment de la sécurité, une protection de la santé très forte, hein. C'est tout ce qui s'est fait sur la chimie récemment, le programme REACH, c'est pas venu du milieu industriel, ça lui a été imposé et maintenant il se retourne en chimie plus verte. Mais cela étant dit, au-delà de ça, les entreprises, elles ont parfois une connaissance de ce qu'on appelle en économie les externalités, c'est-à-dire les impacts négatifs qu'elles créent, parfois elles ne l'ont pas. Et il y a des dommages qui se révèlent après et sur lesquels il n'y a pas forcément de mauvaise volonté dès le départ. Il peut y avoir ensuite une accumulation de problématiques. Prenez dans des domaines bien connus la question des faibles doses du radiation ou est-ce qu'on met dans l'eau. On ne sait pas très bien là-dessus les choses et donc je crois qu'il y a dans l'attitude des entreprises aujourd'hui à la fois un besoin de précaution, savoir très nettement quels sont les impacts qu'elles créent et un besoin et une évidence de coller à la réglementation et ça elles le font assez bien, mais on s'aperçoit que la société demande plus et à travers votre question c'est ça qui est intéressant, c'est ne dites pas simplement que vous faites des choses, c'est faites vraiment mais allez plus loin en réalité. Donc derrière Greenwashing il y a une demande vraiment de la société d'occuper cet espace entre la loi et puis des attentes et des enjeux collectifs qui ne cessent de monter dans nos sociétés. Et là, il y a un double problème pour les entreprises. Il faut qu'elles aient un retour. Il faut qu'elles aient un retour parce qu'il faut que ça rentre dans le modèle économique et il faut en même temps que ça soit dans des conditions de concurrence internationale qui soient équitables. Et là, c'est deux problèmes qui ne sont pas réglés là-dessus. Alors, l'entreprise, elle est entraînée à faire de l'image parce que c'est sa contrepartie. Elle va la chercher auprès du consommateur en disant « Regardez, c'est bien, vous voulez ça, je le fais ». Et donc, de ce point de vue-là, elle trouve une réponse. Mais cette réponse, on voit bien qu'elle est à mi-chemin. Elle n'est pas très satisfaisante. Il faut que la puissance publique reconnaisse les efforts qui sont faits de manière volontaire par les entreprises. Ça, c'est un vrai grand débat qui est en cours et qui trouvera probablement sa solution dans les années qui viennent. On trouvera des fiscalités correctrices là-dessus. Et puis le deuxième point, alors celui-là, on en a pour une affaire de génération probablement, j'espère peut-être moins, mais c'est ce qu'on appelle la conditionnalité sociale et environnementale dans les enjeux, dans les règles de l'OMC. Il faut arrêter le dumping dans ce domaine et il faut que les entreprises puissent être à conditions égales sur ce plan-là. Donc voilà, on a cette énorme difficulté. Je pense que vous la vivez bien dans votre groupe chez Suez. C'est quelque chose qui a été soulevé très largement. Le chef de l'État, dans ses interventions à l'OIT récemment, dans la clôture des États généraux de l'industrie, a posé cette question. Et quand il a renvoyé la taxe carbone à la taxe aux frontières internationales, il a posé ce problème-là. Inutile de dire qu'on vient au débat de Copenhague, les basiques, les pays émergents, aujourd'hui, n'attachent pas à la vie et à la santé, à la sécurité et à leur environnement le même prix que nous. Et donc là, le dialogue là-dessus, il n'est pas très positif. Bernard Griquinger, quelle est la part de l'image dans ce que vous faites pour l'environnement? Oui, je vais y répondre. Je voulais faire plusieurs commentaires sur cette question. Moi, ce qui me frappe, quand je regarde les acteurs économiques français aujourd'hui, c'est-à-dire les particuliers, l'agriculture, les industriels, probablement ceux qui se sont le mieux conformés à la réglementation, c'est les industriels. Ils ont vraiment investi sur les 20-30 dernières années des sommes considérables pour se mettre en conformité avec une réglementation qui existait. Il y a d'autres domaines
où la réglementation existe aujourd'hui en France et où elle est beaucoup moins bien respectée. Le deuxième commentaire que je voulais faire, c'était sur le greenwashing. Je crois qu'il y a une prise de conscience collective. Les entreprises font partie de cette prise de conscience collective. Et aujourd'hui, vous avez effectivement dans le panel de l'ensemble des entreprises des gens qui sont à des maturités différentes en matière de prise de conscience. Mais déjà une entreprise qui communique sur le développement durable, qui communique vis-à-vis de ses salariés sur le développement durable, qui est un peu le premier stade, il ne faut pas le mépriser. Parce que si nous voulons modifier nos comportements, ça passera par la communication, la sensibilisation, la pédagogie, les prises de conscience individuelles. Donc je ne voudrais pas le mépriser. C'est vrai qu'après, les stades supérieurs, et nous on est complètement dans cette dynamique, nous, Suez Environnement, on est convaincus que nos métiers de demain vont être différents de nos métiers d'aujourd'hui. Donc nous on investit parce que ça fait partie de la stratégie d'entreprise d'être sur les métiers de demain. Le dernier commentaire que je voulais faire, moi j'ai considéré que le Grenelle de l'environnement a été dans la vie de politique du pays un événement extraordinaire. J'étais le représentant du MEDEF dans un des groupes de travail, celui sur les biodiversités et les ressources naturelles, et j'étais absolument fasciné par la mobilisation du MEDEF pour être présent et acteur dans le Grenelle de l'environnement. Et le MEDEF, pour rebondir sur un sujet un peu d'actualité, le MEDEF s'est positionné sur la fiscalité écologique en disant le MEDEF est favorable à une évolution de la fiscalité vers une fiscalité plus écologique, à condition que collectivement nous fassions les choix adéquats et que nous arrêtions d'empiler des fiscalités dans toutes les directions. Donc une fiscalité nouvelle doit remplacer notre fiscalité si on veut qu'elle soit productive d'un changement de comportement ou d'un changement d'orientation économique. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut des incitations pour aller au-delà de ce qui est la mode écolo à laquelle peuvent se mettre les entreprises? Est-ce qu'il faut une incitation fiscale pour augmenter cette motivation et la rendre réelle? Bien sûr. On s'est exprimé sur ces questions-là. Nous, on considère qu'effectivement, la gouvernance, c'est un mélange de deux choses. C'est un mélange de réglementation, c'est un mélange de Bon, déjà, il faut fixer une orientation stratégique. Ça, c'est le premier stade de l'action politique. Et ensuite, la gouvernance, c'est un mélange de réglementation contraignante et d'incitation et de fiscalité écologique et de cadre économique qu'il faut mettre en cohérence avec ce qu'on veut faire pour l'avenir. C'est pas une fiscalité au sens, c'est pas un cadeau, c'est un réglage très différent, c'est vraiment le cœur du débat, c'est un réglage très différent du modèle économique. C'est je vais m'engager à prendre des choses qui aujourd'hui, si vous les coûtent à l'État ou aux générations futures qui ne sont pas réglées, à la collectivité, et donc il est normal que par rapport à ceux qui ne le font pas, j'en ai un retour. Mais ça veut dire que la fiscalité va taxer plus fortement ceux qui coûtent, donc ceux qui ont des externalités négatives au profit de ceux qui vont les prendre en charge. Alors, on l'a fait avec le bonus-malus sur l'automobile, on l'a étudié sur d'autres points. La taxe carbone, c'était ça. C'était je vous déleste sur la taxe professionnelle, sur les investissements qui étaient faits, et puis par ailleurs, je vous reprends sur la création de pollution. On n'a pas trouvé la solution, on va la chercher, on finira probablement par y arriver. Mais vous voyez, on est dans un changement de modèle. Et pour reprendre en une seconde ce qu'évoquait François Moisan sur les énergies nouvelles, vous allez en Californie aujourd'hui, vous pouvez vendre à 19h avec votre portable l'énergie que vous n'allez pas consommer. Vous pouvez demander à être producteur sur le toit et revendre à des tarifs qui sont donnés un peu partout. C'est possible, pas simplement à cause d'une technologie qui a marié le numérique et le renouvelable, et ça c'est très fort, mais parce que l'État californien a monté, suite aux crises énergétiques qu'ils ont connues dans les années 80-90, une régulation différente. C'est-à-dire que les énergéticiens américains aujourd'hui sont payés en fonction, pas simplement de la base qu'ils fournissent, mais des économies d'énergie qu'ils font faire, ou ça pourrait être dans l'eau la même tarification, qu'ils font faire à la collectivité. Et donc, on cale à peu près la production au niveau des besoins, ils augmentent d'1% par an leur consommation d'énergie alors qu'ils croissent. Donc ça n'est pas une régulation de la croissance, c'est simplement un autre modèle qui fait qu'on ne vous paye pas en volume, mais on vous paye sur le rapport à l'intérêt général. C'est vraiment une autre réflexion. Donc c'est une question de volonté politique ? Je crois que la fiscalité carbone est essentielle. Enfin, l'évolution de la fiscalité pour intégrer ce qu'on appelle d'un point de vue économique une externalité. C'est-à-dire, c'est pas dans les prix de marché, c'est par rapport à un bien environnemental, et c'est du rôle des politiques
des pouvoirs publics que d'internaliser ça dans la valeur de nos échanges, des biens qu'on consomme. Donc sur le principe, je crois que il y a une cohérence. Et la fiscalité, ça marche. Je veux dire, si en Europe, on a eu des véhicules pendant 30 ans beaucoup plus efficaces, qui consommaient beaucoup moins que les véhicules américains, c'était pourquoi ? Parce qu'on a eu en Europe, historiquement, parce qu'on n'avait pas de ressources, on n'avait pas de pétrole, une fiscalité qui était plus importante qu'aux États-Unis. Donc ça marche. Donc la fiscalité, après, il faut voir comment on la met en place. Et sur ce qu'on appelait la taxe carbone. Alors en fait, la taxe carbone, on dit c'est une fiscalité, tout de suite on pense c'est une fiscalité nouvelle. C'est une fiscalité de plus. Alors qu'en fait, le dispositif était conçu, comme ça vient d'être dit, pour qu'elle soit redistribuée et que donc il n'y ait pas de prélèvement fiscal supérieur globalement. Et les dispositifs, puisqu'on avait travaillé sur le schéma qui avait été présenté à la fin 2009 en loi de finances, c'était un dispositif effectivement qui redistribuait l'intégralité. Le nom était peut-être mal choisi alors. Peut-être, en fait, le vrai nom, c'était la contribution climat-énergie. C'était le nom, effectivement, et puis ça a tout de suite été pris comme taxe carbone. Alors, elle commençait petit. Alors, effectivement, comme elle était petite, on pouvait dire, bon, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Certes, au début, mais ça permettait de se mettre sur une trajectoire, y compris pour l'innovation. Bon, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que les grandes entreprises qui avaient un autre système, ce qu'on appelle le système des permis, qui avait un plafond, elles avaient une contrainte également. Donc, on se trouve dans une situation où effectivement le dispositif ne pouvait pas être mis en place. Il y a eu un travail et puis je pense que maintenant c'est encore quelque chose qui est devant nous. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions du panel? Et puis il y a des questions dans la salle déjà. On va prendre une dernière question du panel. Vous en reposerez après, hein, de toute manière. Justement, pour en revenir à cette fiscalité, c'est une question qui s'adresse à tous. On peut penser que si on développe une certaine fiscalité écologique à l'échelle nationale, dans des marchés plutôt ouverts comme le marché européen, ça peut pénaliser la compétitivité de certaines entreprises. Et du coup, il y a une coordination qui est peut-être nécessaire à l'échelle européenne. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Bien sûr. Je crois que ça a été évoqué par M. Dumière. Les entreprises sont dans un monde ouvert, dans une compétition internationale. Donc, il est tout à fait évident qu'il faut être extrêmement attentif sur les décisions qu'on prend dans un pays, de ne pas pénaliser nos entreprises et nos acteurs économiques dans un marché qui, lui, est international. Donc, probablement, la coordination et l'espace européen est le minimum sur lequel il faut une coordination. Et c'est vrai que dans cette malheureuse taxe carbone, on avait fini par avoir un système assez compliqué qui se télescopait aussi avec les quotas européens et d'où les difficultés de mise en œuvre, quoi. Mais il ne faut pas baisser les bras, hein. Il faut continuer dans ce domaine. Jean Jouzel. Oui. Pour moi, je me suis beaucoup impliqué. Oui, j'ai participé à la commission de Michel Rocard, présidée par Richard Rocard. J'étais et je reste favorable à la contribution climat-énergie. Hein. Donc, je veux dire, y compris, je pense qu'on était quand même assez près, même il y a quelques semaines, de solutions qui en fait n'auraient pas beaucoup, disons, posé de problème aux industriels. Je pense que c'était tout à fait possible de... Bon, je regrette qu'elle n'ait pas été... Enfin bon, on respecte bien sûr la décision du Conseil d'État. C'est pas... Oui, du Conseil d'État. Conseil constitutionnel, puis ensuite c'est le gouvernement. Ah ouais, d'accord. Mais bon, je pense que ça aurait été bien. Elle avait quand même un double intérêt, je pense. C'était quand même un vrai signal. Je l'ai redit, il faut donner à la fois un signal aux citoyens, à chacun d'entre nous. C'était un signal, même s'il était faible, et c'est important. Et c'était aussi un signal vis-à-vis des entreprises, c'est-à-dire d'une véritable stratégie française vers une énergie sobre en carbone. Et ce signal, on ne l'a toujours pas donné quand même. Hein. Je pense, donc je reste très favorable à une réflexion, comme si on se remet à un niveau plus global. Bernard a parlé d'une génération, c'est ça le problème. Le vrai problème au niveau international, c'est que, bon, pour sortir de tous ces problèmes d'environnement, faut mettre des règles qui sont complètement orthogonales à celles de l'OMC. Donc on a quand même un vrai problème qu'il nous faut résoudre, et si ça prend une génération, il sera trop tard. Donc disons cette orthogonalité entre l'OMC et puis tout ce qu'il nous faudrait mettre en route pour que l'environnement soit pris sérieusement, et aussi le problème social, est à réfléchir. Et c'est pour moi vraiment, bon, je ne parle pas du tout de décroissance, mais un modèle de développement vraiment différent qu'il faut mettre en route, et il est temps de le faire. Voilà.
On va prendre plusieurs questions. Alors, on va revenir vers vous. J'ai vu des mains se lever. On va peut-être en prendre 2 ou 3 à la suite. Comme ça, on perdra moins de temps à faire passer le micro jusqu'à vous. Et on va y répondre. Ma question était, comment voyez-vous l'impact du réchauffement climatique sur le milliard de personnes qui vivent déjà dans des conditions difficiles, précaires? Et donc, si d'ici à 2 décennies, 3 décennies, comment va évoluer cette population? Il y en avait une près de vous aussi, juste derrière. Oui, moi j'avais une question d'un autre ordre. On a parlé beaucoup de ressources énergétiques, de développement durable, de diminution des gaz à effet de serre. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'énergie nucléaire qui peut contribuer à résoudre l'ensemble de ces problèmes, puisque l'énergie nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre et peut contribuer au développement durable. Donc j'aurais bien aimé que vous vous positionniez sur ce point, sachant que, par exemple, l'Allemagne, qui se dit écologiquement parfait, produit beaucoup plus de gaz à effet de serre que la France, qui est équipée à 80% de centrales nucléaires. J'aimerais bien que Jean Jouzel, notamment, se prononce sur ce plan-là. Et il y a une troisième question ici. Puis ensuite, on va faire une deuxième salle. Oui, bonjour. Donc moi j'avais une question plutôt économique. Donc il n'y a pas un risque de bulle verte comme pareil à la bulle Internet, puisque quasiment toutes les régions de France, toutes les nations ont fait leur voiture électrique, ont fait leur entreprise de panneaux photovoltaïques. Donc n'y a-t-il pas un risque de bulle verte? Et si oui, comment la prévenir? Et on va terminer par celle-ci pour la première vague. Je voulais juste revenir sur le rôle de l'État que nous avions abordé tout à l'heure. Patrick Dumière, selon vous, quelle forme doit prendre le soutien de l'État à la recherche afin d'éviter toute instrumentalisation à la fois politique et économique? Alors, Jean Jouzel, donc 2 questions vous sont adressées. D'abord, le réchauffement climatique sur les populations qui vivent dans des conditions déjà difficiles. Oui, c'est le vrai problème. C'est le problème de la double peine pour beaucoup d'habitants de cette planète. Bon, je veux dire, sur Paris, 2 degrés, on y arrivera. C'est un peu égoïste si on raisonne en disant franco-français, parce que, je veux dire, on a une certaine capacité d'adaptation que d'autres n'auront pas. Et alors, ils ne l'auront pas pour une double raison. Ils ne l'ont pas déjà, parce qu'il y a déjà des pays qui sont déjà vulnérables au réchauffement climatique, c'est très clair, et ceux auxquels on peut penser le plus facilement, donc où il y a beaucoup de personnes, c'est toutes les régions qui sont... tous les aspects au niveau de la mer, pour certaines régions, ne sont pas du tout négligeables, l'élévation du niveau de la mer. Et puis, quand on regarde l'Afrique, c'est quand même très vulnérable au changement climatique. En gros, on voit bien que certains pays de l'Afrique, certaines régions de l'Afrique ne sont pas développées, justement parce qu'elles sont à la limite du développement en termes de climat. Justement, le climat n'y est déjà pas favorable, et un réchauffement de quelques degrés peut jouer un rôle. Donc, effectivement, ce milliard d'habitants qui est déjà le plus, vulnérable au réchauffement climatique, c'est généralement aussi en plus des régions, qui n'ont pas contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça, c'est vraiment, donc c'est là que la solidarité internationale doit se mettre en œuvre. On peut parler à la fois du point de vue technologique. Oui, c'est un vrai problème. Et pour moi, c'est le premier problème. Et c'est aussi le premier problème je dis souvent que le premier problème de réchauffement climatique, c'est celui de l'élévation du niveau de la mer, parce qu'en termes de vulnérabilité, c'est vrai qu'on a beaucoup d'incertitudes. C'est pas pareil 20 cm ou 1 mètre, voire plus à la fin du siècle, mais on doit quand même avoir ça en tête. C'est quoi le chiffre? 75-80% des dégâts provoqués par le changement climatique affectent des pays pauvres en développement? En termes, non, il n'y a pas de chiffre en termes financiers, mais des régions qui sont actuellement les plus vulnérables, qui sont citées dans le rapport du GIEC, c'est les régions déjà vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. On peut penser Bangladesh, mais on peut regarder aussi d'autres régions, Thaïlande, et aussi, en gros, l'Afrique est déjà vulnérable au réchauffement climatique actuellement. 2 degrés de plus. Le problème de 2 degrés, c'est que ça se passera aussi en Afrique. Ensuite, il y a les petites îles, mais ça, il y a beaucoup moins d'habitants. On n'arrive pas au milliard d'habitants. Et il y a l'Arctique. Ce sont les 4 régions déjà vulnérables au réchauffement climatique. Donc, on peut considérer que les petites îles, ça veut dire qu'on parle d'1 milliard d'habitants, c'est vraiment l'Afrique, et puis des régions comme le Bangladesh, des régions très peuplées, très basses, si on parle de ça. Alors, deuxième point, oui, je veux bien donner mon Le nucléaire est-il une green tech, une technologie verte? Oui, alors donc moi, je suis
bon, chacun, je ne suis pas profondément anti-nucléaire, ça fait 42 ans que je suis au CEA, donc je veux dire, je ne serais pas, non c'est vrai, hein, je suis rentré en 68 au CEA, donc ça fait 42 ans. Voilà. Donc, mais j'ai quand même une position, je ne suis pas non plus, je suis très prudent. Moi, j'ai la position du GIEC, en gros, alors, en gros, le nucléaire, c'est aussi le choix, n'a de sens que s'il est accepté. Hein. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Donc, ça à peu près le cas en France actuellement, mais s'il y a d'autres pays qui ne l'acceptent pas, je ne vois pas pourquoi on leur imposerait. Donc il doit être accepté collectivement, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne cache pas que ça m'énerve souvent, même s'il y a des gens du CEA ici peut-être, mais je le dis souvent en public, je veux dire, ça m'énerve que l'énergie nucléaire... Enfin bon, le monde du nucléaire utilise trop souvent l'argument à effet de serre pour se développer. Je le dis franchement, parce que des fois c'est de façon trop... vraiment caricaturale. Je crois que le nucléaire doit être accepté et aussi apporter des réponses aux questions qu'il pose naturellement. C'est ça le problème, et c'est, je pense, que ce qu'on essaye de faire. Enfin, moi, je suis pas du tout. Je suis travaillé sur le climat. J'ai jamais travaillé sur l'énergie nucléaire. Hein, j'ai toujours travaillé sur le climat, mais voilà. Je pense que donc le nucléaire ne peut se développer qu'en regard disons sa capacité à produire de l'énergie sans émettre de gaz à effet de serre. Pour moi, doit venir après dans le style de développement du nucléaire par rapport aux questions naturelles qui posent au point de vue stockage des déchets, au point de vue... Donc tout cela, je crois que c'est un ensemble. Donc on peut évoluer. Moi, je crois que le nucléaire peut se développer. Je crois à l'avenir de la 4e génération. Mais tout ça, ça doit être accepté et vraiment traité de façon sereine et pas simplement sur le critère absence d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça ma position. On va juste vous demander brièvement votre avis à chacun, faire un petit tour de table, le nucléaire, une green tech. Je crois que toutes les sources d'énergie ont des avantages et des inconvénients. Les énergies renouvelables, qui paraissent souvent beaucoup plus attractives, elles ont aussi des fois des inconvénients. L'éolien sur certains paysages, le photovoltaïque, ça prend de l'espace. Donc, et l'énergie nucléaire, effectivement, elle ne produit pas de gaz à effet de serre, sauf comme toutes les énergies dans leur construction aussi, mais elles ont des inconvénients, comme ça vient d'être dit. Il y a le problème des déchets, il y a le problème de la prolifération, on ne peut pas en mettre partout, il y a le problème, effectivement, de l'acceptabilité. Je crois que donc il y a plus d'inconvénients ou plus d'avantages, à votre avis? Mais c'est pas plus. C'est pas plus. Il en faut certainement à certains endroits. C'est une question de choix aussi de population démocratique. Nous, on soutient des recherches sur le captage et le stockage du CO2 géologique. Ça pose des questions. Il y a des problèmes d'acceptabilité. Donc, l'objectif, c'est pas de dire on y va, il y a cette option, moi je suis expert et je vous dis que c'est très bien. Non. On va faire de la recherche, montrer, voilà, ça peut faire ça, puis après, il doit y avoir un débat démocratique. Et que ce soit sur les énergies renouvelables, là, les seules énergies qui n'ont pas d'impact, c'est l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et une certaine sobriété. Donc là, on est sûr. Donc c'est pour ça que moi, je le mets en rang 1, puis après, il y a effectivement des énergies renouvelables, puis après, il y a le nucléaire, le captage, stockage du CO2. Patrick Dumière.